Jean-Pierre Pinon, donc un avocat que je connais très bien parce qu'il est intervenu plusieurs fois à l'espace éthique et c'est pour ça que je l'ai invité. Il se présentera lui-même le plus précisément. Alors le sujet qui m'a été proposé ou imposé, c'était la protection juridique des personnes handicapées mentales en contexte sectaire. Si je peux avoir cette liberté, je vais essayer peut-être d'élargir un peu le sujet parce que sinon celui-ci va être trop restrictif. Et puis je vais aussi prendre soin de ne pas répéter tout ce qui a pu être dit et qui a pu peut-être aussi en anticipation empiéter sur mon sujet, mais peu importe. Donc je vous ferai grâce des définitions. Personnes handicapées, on a vu ce que c'est. Sur le handicap mental, il y a la fameuse distinction entre le handicap mental, le handicap psychique et le handicap cognitif. Je ne suis pas spécialiste, mais suivez mon regard. En revanche, où j'ai peut-être un peu plus de compétences, c'est vous parler de l'évolution du droit sur la protection des personnes qu'on appelait à l'époque des personnes incapables. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire du droit, mais pour remonter simplement en 1968, c'est pas si vieux, à l'époque on parlait d'incapacité. C'était le cours de première année, droit des personnes, droit civil, et les incapacités permettaient de distinguer les incapacités de jouissance, c'est-à-dire l'impossibilité pour un sujet de droit d'être titulaire de droit, et les incapacités d'exercice, c'est-à-dire la possibilité d'être titulaire de droit, mais pas possible de les exercer. Et parmi ceux-là, on venait juste de découvrir que 3 ans plus tôt, il y avait un sujet de droit qui avait émergé, c'était la femme mariée. C'est-à-dire que jusqu'en 1965, la femme mariée était juridiquement incapable d'exercer seule des droits qu'elle possédait. Sinon, il fallait qu'elle fût assistée par son mari. Les incapacités renvoyaient à un aspect pathologique, c'est-à-dire qu'une personne incapable méritait donc d'être protégée, et on avait déjà, c'était du temps du Code civil d'origine, ça n'a pas été modifié beaucoup, les 3 régimes de protection, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, qui s'appliquaient à des personnes qui étaient notamment intempérantes ou prodigues. Et puis évidemment, il y avait ce que l'on appelait à l'époque les malades mentaux. C'est peut-être aussi l'époque où la psychiatrie ne faisait pas dans la dentelle, où on connaissait les électrochocs, on connaissait la camisole de force, on connaissait des choses abominables. Je n'ai pas de jugement à porter, mais je crois quand même que la médecine a un peu évolué en humanité. Et donc, en 1968, il y avait ce régime-là, et ce système a perduré jusqu'en 2007, au moment où, 5 mars 2007, une nouvelle loi a été votée et promulguée, qui a supprimé le régime des incapacités, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de personnes incapables, mais on parle aujourd'hui de la protection des personnes vulnérables. Donc cette notion de personne vulnérable, elle émerge, si vous voulez, il y a une quinzaine d'années, sachant que cette loi en fait est intervenue, elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2009, donc c'est pas vieux, et elle a par la suite été modifiée en 2019, et on parle encore aujourd'hui de son évolution. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on a un système juridique, je parle du droit civil, je ne parle pas encore du reste, qui est relativement modernisé. Quand on parlait tout à l'heure de rendre la personne vulnérable, de la mettre au centre de la société et de lui reconnaître les droits d'un sujet, d'une personne, sujet de droit, c'était l'ambition. Je n'ai pas dit que c'est le résultat. C'était l'ambition du législateur en 2007. Et on a voulu aussi, c'est intéressant sur le plan sociologique, on a voulu rendre les personnes vulnérables à la garde, entre guillemets, de leur famille. C'est-à-dire que quand on parle d'institution, on a voulu, c'était encore l'esprit de la loi, que le placement d'institutions ou le placement auprès d'organismes, je dirais tutélaires par exemple, soit une exception. Autrement dit, si une personne est vulnérable, elle a besoin de protection, eh bien la curatelle sera peut-être exercée par un proche, plutôt que par l'UDAF, la SHM ou d'autres organismes. Pourquoi ? Parce que quand on a affaire à des institutions tutélaires, d'abord ça coûte de l'argent, donc à la société, ça rend un service, si vous voulez, qui est quand même moindre parce que cette personnalisation du service n'existe pas. Je connais bien certaines institutions où il y a un turnover au niveau du personnel délégué à la tutelle, et les gens qui sont vulnérables et qui méritent d'être protégés se plaignent souvent qu'il n'y a pas de suivi, qu'on ne les connaît pas, qu'on ne les comprend pas. Et Dieu sait si de temps en temps même ça entraîne, je dirais, de la délinquance et des excès de violence, parce que les gens ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas payer avec 20 € par semaine leurs cigarettes. C'est à ce niveau-là. Et je pense qu'on en revient quand même à cette question du rapport humain
Et il me semble que protéger les personnes vulnérables, c'est précisément de leur rendre un service qui est personnel et personnalisé. Je le dis aussi avec beaucoup de naïveté. Le regard sur les personnes handicapées ou vulnérables a quand même eu tendance à évoluer. À l'époque, on parlait des infirmes. On ne parle plus de ça. On parle de personnes vulnérables, on parle de personnes handicapées, il y a des personnes handicapées mentales, on ne dit pas que c'est des fous. On a désormais un arsenal législatif qui est ce qu'il est. Loi de 2002 sur les droits des malades, mais aussi la fameuse loi de 2005 qui mérite sans doute d'être perfectionnée. Et aujourd'hui, on a aussi prévu de permettre aux personnes en situation de handicap, notamment physique, une vie plus inclusive. Je pense notamment à la réglementation sur les ERP, donc l'accessibilité aux bâtiments publics. Par parenthèse, ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, l'accès à l'hôpital par l'ascenseur n'était pas possible pour les personnes en fauteuil, puisque l'ascenseur était en panne. Bon, je dis ça par parenthèse, il y avait sans doute un autre chemin détourné, mais ça prouve bien quand même qu'avec les meilleures lois du monde, on n'arrive pas toujours à régler ces questions. Alors, ceci étant dit, je vais essayer d'aller assez vite et de vous proposer d'examiner successivement ce que j'appelle la protection légale, puis ce que j'appelle la protection conventionnelle, et ensuite de faire une rapide conclusion. La protection légale, comment protéger les personnes vulnérables et les protéger en situation, dans un contexte sectaire, parce qu'il y a la protection globale et puis il y a ce sujet particulier qui nous est soumis. Ce à quoi on pense immédiatement, bien sûr, c'est la protection pénale. C'est-à-dire que, et là on revient à des principes fondamentaux, la loi, il faut quand même se rappeler ce qu'est une loi. Une loi, c'est un texte qui a un caractère général et abstrait et qui a force obligatoire. C'est-à-dire que, ayant un caractère général, elle s'applique à tout le monde, dans la généralité des individus. Elle est abstraite, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de cas particuliers, comme c'est le cas en Angleterre, dans le système de common law, où on se réfère à la jurisprudence. Et puis elle a un caractère obligatoire, c'est-à-dire qu'elle peut être exécutée par la force publique. Autrement dit, quand on indique dans une loi qu'on ne peut pas voler, qu'on ne peut pas tuer et qu'on ne peut pas escroquer son voisin, peut-être qu'on reprend des thèmes qui sont propres aux religions ou aux bases de toute vie en société. On ne tuera pas, je pense que c'est le premier commandement, mais c'est aussi, me semble-t-il, ce qu'on peut demander au minimum dans une société civilisée et organisée. Et donc, pour la protection pénale, eh bien, il va y avoir tout un arsenal de textes. Et alors là, ces textes-là sont légion. C'est-à-dire que quand on regarde tout ce qu'on peut rencontrer à propos d'influence sectaire, on se rend compte que finalement, à quoi ça sert? Amener le pognon, c'était ce matin. C'est-à-dire, je vais essayer de récupérer des sous. C'est-à-dire, je vais essayer par la fraude, par l'artifice, par la ruse, par des manœuvres, je vais essayer de faire en sorte que vous souscriviez à mes règles, en vue pour moi d'en retirer un profit financier, dans le cadre d'une soumission financière qui sera de plus en plus forte, puisque généralement, l'influence sectaire va aboutir à la ruine financière de la victime. Alors, ces textes-là, il faut bien comprendre qu'il y en a certains qui se recoupent. C'est une espèce de millefeuille. Le premier texte auquel on peut penser, c'est l'escroquerie. Donc les manœuvres frauduleuses qui permettent de se faire par fausse qualité, etc., remettre des valeurs ou des avantages. Il y a aussi l'abus de faiblesse de la personne vulnérable. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la fraude se conjugue avec un rapport dominant-dominé, parce que vous savez, c'est comme le voleur. Le voleur ne va pas attaquer quelqu'un qui est ceinture noire de judo et qui fait 120 kg de muscles. Le voleur, en général, il va s'adresser à une personne âgée, handicapée, avec une canne, et puis il va lui piquer son sac. Donc il va y avoir cette circonstance d'un délit particulier, qui peut aussi constituer, dans une certaine mesure, un facteur aggravant, circonstance aggravante d'un autre délit. Puis il y a d'autres infractions qui sont également possibles, c'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, qu'il y a des infractions à la législation sur les fraudes, sur les fameux produits que l'on vend et qui sont réputés avoir des propriétés qu'ils n'ont pas. Moi, je me souviens d'un dossier où une dame s'était fait escroquer de près de 30 000 € là aussi, pour avoir acheté des pierres miraculeuses.
sauf qu'il n'a jamais été prouvé que ces pierres-là eussent un effet positif. D'ailleurs, c'est curieux, mais dès qu'on a déposé plainte et dès qu'on a assigné à personne, heureusement, elle était solvable, elle a remboursé. Donc, cette protection, qui est tout d'abord la protection pénale, c'est en effet le premier réflexe de la société. J'entendais ce matin, et je ne défends pas l'institution, parce que celle-ci est imparfaite, et je ne suis pour ma part qu'un modeste auxiliaire de justice, je ne suis pas officier ministériel. J'observais ce matin qu'on faisait reproche au système pénal, système judiciaire pénal, d'être parfois impuissant ou inefficace. Soyons précis, la loi pénale, d'abord, n'est pas toujours parfaite, c'est-à-dire que dans les incriminations, entre guillemets, qu'elle doit prévoir, il peut y avoir des vides juridiques, et ça, c'est le problème de la méthode législative. Et puis, il y a aussi le fait que, entre le législateur qui vote des lois, l'exécutif qui les met en œuvre, et le judiciaire qui est là pour les faire respecter, mais il y a toujours un décalage. Il y a toujours un décalage, d'abord parce que la réponse pénale n'est jamais immédiate, et de bons esprits et des gens bien intentionnés vont vous dire, oh, mais surtout, la qualité d'une bonne justice, la bonne qualité d'une justice, c'est de prendre le temps de réfléchir avant de juger. Je ne suis pas certain. Il y a peut-être l'émotion, mais il y a aussi l'effet, je dirais, exemplaire de la peine immédiate et de la peine juste, c'est-à-dire exactement proportionnée. Et puis, il y a aussi toute la machine. Ici, il y a la machine administrative d'assistance de la PHN, et puis vous avez au tribunal, dans les juridictions, dans les cours, tout le poids immense de l'administration, des gens qui sont là, qui ne sont pas là, de ceux qui sont en grève, de ceux qui sont en maladie, etc., etc. Et on va vous dire à longueur d'année, ah oui, mais on manque de moyens. Donc, quand il y a une procédure aussi grave qu'une plainte qui a été déposée, par exemple, pour escroquerie, ou pire que ça, provocation au suicide d'une personne, il ne faut pas se contenter de se satisfaire d'un classement sans suite. Pourquoi ? Parce que le classement sans suite, c'est une décision qui est prise par le procureur de la République, qui estime peut-être que l'infraction est insuffisamment caractérisée ou démontrée, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais un classement sans suite permet toujours, dans les limites de temps de la prescription pénale, c'est-à-dire 6 ans pour un délit et 20 ans pour un crime, de reprendre une procédure, soit par votre citation directe, c'est-à-dire vous prenez l'initiative de faire le travail à la place du procureur, soit beaucoup mieux, de déposer plainte avec la constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, qui à ce moment-là rend une ordonnance, normalement désignant un juge d'instruction spécialisé, de consignation, et ensuite une enquête, une information proprement dite, qui aboutit normalement à des poursuites, tout au moins, au processus judiciaire, c'est-à-dire audition de la victime, ce qui est quand même la moindre des choses, audition des personnes mises en cause, et ensuite tout l'arsenal des commissions rogatoires, c'est-à-dire des saisies de documents, des écoutes téléphoniques, des perquisitions, etc., etc. Et il n'y a pas de lieu inviolable, c'est-à-dire que si vous avez une enceinte entre guillemets sectaire, eh bien il suffit qu'il y ait quelques fourgons de gendarmes qui viennent faire les mesures à la bonne heure pour récupérer les pièces nécessaires et ensuite fonder, on peut l'espérer, une procédure qui aboutira. Je le dis par parenthèse, c'est pas du tout pour défendre l'institution, c'est simplement pour qu'il n'y ait pas ce sentiment, je dirais, de frustration et même d'injuste par le fait que des faits aussi graves resteraient impunis, ou tout au moins non jugés. Je vous parlais tout à l'heure de la protection, donc la protection pénale. Eh bien, il y a aussi dans cette protection légale ce que j'appelle la protection institutionnelle. Cette protection institutionnelle, elle existe, on l'a déjà vu tout à l'heure, j'allais très vite, à travers les institutions que sont par exemple l'école. Alors l'école, ça peut être l'école privée, et c'est certain que ce qu'on a entendu ce matin est plutôt effrayant dans le cadre des écoles, des établissements qui ne sont pas sous contrat, qui sont en non libre. D'ailleurs, par parenthèse, dans le cadre de l'éducation, parce que la France est très riche en codes divers, je ne sais pas s'il y en a pas une soixantaine, c'est effrayant. C'est un pays de tradition de droit écrit. Il y a notamment des dispositions pénales en matière de déscolarisation des enfants, et je ne parle pas du relais qui existe entre les institutions académiques, etc., etc. Vous avez également, ça c'est intéressant, la protection qui peut exister à travers les institutions, et là ça renvoie à la responsabilité civile des responsables d'établissements, que ce soit l'hôpital, que ce soit les EHPAD,
etc. On a vu tout le travail que faisait la Miviludes, ça je suis d'accord, et quand il y a une suspicion de pratique sectaire, je pense tout à l'heure à ce renvoi qui existerait entre des médecins et des personnes de médecines alternatives ou d'autres officines qui ne sont ni médicales ni paramédicales, et bien là encore c'est pareil, il peut y avoir matière à responsabilité civile et à enquête, et la dénonciation c'est pas de la délation, hein. La dénonciation des faits qui doit être faite auprès des instances pénales ou la Miviludes peut être un bon relais. À côté de ça, et je vais assez vite, il y a toujours dans le cadre de la protection légale des personnes vulnérables, la protection civile, c'est pas un jeu de mots, la protection civile classique. Je vous parlais tout à l'heure des mesures de sauvegarde de justice, curatelle et tutelle. Un mot, parce que je pense que vous en avez quand même une certaine idée. Quand vous avez une personne qui est malheureusement en état de déficience physique ou mentale et dont on se rend compte qu'elle est potentiellement une proie pour des gens mal intentionnés, on peut se préoccuper de protéger et la personne et les biens. Ce qui est assez nouveau par rapport à la loi de 1968, c'est qu'en 2007, on a décidé, là encore, de replacer la personne au centre et on a admis que le juge des tutelles à l'époque puisse protéger et les biens et la personne. C'est nouveau parce que jusqu'alors, et ça c'est peut-être révélateur de notre système juridique, parce que le Code civil, certains l'appelaient le petit livre rouge de la bourgeoisie. Ça c'est par rapport à l'éditeur Dalloz, parce que la couverture est rouge. Protéger d'abord le patrimoine. Les premières préoccupations du Code civil, le Code Napoléon 1804, c'était la protection de la propriété privée et la protection du patrimoine. Protection de la propriété privée, évidemment, c'était en référence à la Révolution française. Mais la protection du patrimoine a été longtemps un souci parce qu'on a craint que des personnes vulnérables, donc des personnes potentiellement incapables, puissent se faire dépouiller. Et on a donc créé ce système, schématiquement, de curatelle et de tutelle. La curatelle, c'est l'auto-école avec l'élève au volant et le moniteur en droite, et en double pédale. Et la tutelle, c'est l'inverse, c'est le moniteur qui prend le volant et qui conduit tout seul. L'intérêt, c'est qu'en matière de curatelle, il y a deux régimes, curatelle classique, simple et renforcée d'autre part. On essaie là encore de maintenir la personne vulnérable dans ses droits civils et civiques. C'est-à-dire que ce ne sera que par exception que la personne protégée va être privée de son droit de vote. Ce ne sera que par exception qu'on va changer les comptes bancaires. Ce ne sera que par exception qu'on va l'empêcher d'accomplir des actes courants ou même de faire un testament, ou de se marier, etc., etc. Et donc, le système de la tutelle, c'est la protection absolue, mais on peut très bien avoir dans la même mesure, puisque tout démarre par une requête et un examen médical, par un médecin d'une liste déposée auprès de la cour d'appel, on peut très bien avoir deux personnes différentes chargées l'une de protéger le patrimoine, l'autre de protéger la personne. Voilà, ça c'est la protection légale, qui s'appliquera y compris en matière de dérive sectaire, puisque quand vous aurez un tuteur, moi j'ai eu le cas assez récemment, on a déposé plainte contre X, mais on sait très bien contre qui, parce que cette personne s'était fait dépouiller, et c'était d'ailleurs à l'origine de cela qu'on avait mis en place la mesure de protection. Donc vous voyez bien que sur un plan d'institution classique, sans avoir forcément recouru au procureur de la République ou au tribunal, on peut obtenir qu'un proche soit mis à l'abri de tentations qui pourraient, je dirais, la ruiner. Je précise d'ailleurs que toujours dans la protection de ce patrimoine, il existe dans les mesures de protection un effet rétroactif, c'est-à-dire que s'il apparaît qu'une personne qui a été placée sous tutelle ou curatelle a malheureusement consenti une assurance vie, un testament, une donation au profit de gens qui sont autres que des proches, le tribunal, je schématise, peut faire remonter les effets de cette protection à la date du dépôt de la requête, parce que ça prend toujours quelques mois, et même parfois dans une période qui peut aller jusqu'à 12 ou 18 mois, je suis bonne mémoire. C'est très utile, malheureusement je ne suis pas cynique, en matière de succession, quand on découvre chez le notaire qu'il y a eu 1, 2 ou 3 testaments qui ont été faits, parce qu'à ce moment-là, ça permet de fonder ce qu'on appelle les actions en recel de succession, et de faire annuler ces donations qui ont pu être faites de manière abusive. Et je ne parle pas de l'incapacité de recevoir qui pèse sur les soignants ou sur la femme de ménage qui a récupéré la procuration
de la personne âgée et qui s'est fait consentir des avantages. Petite parenthèse d'ailleurs, j'ai trouvé ça c'est plutôt rigolo. Si vous êtes jardinier, vous avez le droit d'être donataire d'une personne âgée, même vulnérable. En revanche, si vous êtes aide-soignante ou infirmière, vous ne pouvez pas. Bon, je ne donne pas d'idée, je donne d'idée à personne, mais c'est pour dire quand même que les textes sont assez précis. Alors à côté de ça, je vous parlais donc du droit positif, c'est-à-dire de ce qui existe. Dans le cadre de la loi pénale, il y a quand même des projets. Et on en a déjà parlé ce matin. Il y a en effet, donc c'est Madame Agresti-Roubache qui est secrétaire d'État, il y a en effet un projet de loi qui viendrait encore compléter l'arsenal juridique en matière de protection des personnes vulnérables. Terminologie, projet de loi, ça émane du gouvernement, proposition de loi, ça émane du Parlement. Bien. Donc c'est le gouvernement qui a pris l'initiative de ce projet de loi, qui a été soumis au Sénat il y a quelques jours. Le Conseil d'État a donné un avis favorable, ça va revenir en deuxième lecture au Sénat, je crois, le 19 décembre, si je me souviens bien de ce matin, et après ça ira en navette à l'Assemblée nationale. Alors est-ce que ce texte-là dont on parle, c'est une révolution? Non, ce n'est pas une révolution, c'est simplement une évolution. Et ça nous renvoie au processus législatif que j'évoquais tout à l'heure. Une loi, si on veut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit, je disais tout à l'heure, générale et abstraite. Or, depuis des années, je dirais d'énarchie, on ne sait plus faire des lois générales et abstraites. Autrement dit, on ne sait plus rédiger des lois. La qualité d'un texte, c'est sa concision, et je dirais, c'est son caractère littéraire. C'est pas une loi scientifique, pardon. C'est pas une loi d'énarque, c'est une loi qui énonce des principes généraux auxquels on peut se référer. Quel est l'intérêt de la chose? C'est que quand on arrive à exprimer de manière générale un principe qui est unanimement acceptable par la population, il y a l'assentiment de la population, puisqu'on applique les lois que quand on les accepte. Et on ne les accepte pas toujours parce que c'est de force, c'est pas vrai. Une loi est bonne parce qu'elle est reconnue comme étant bonne. Et pour qu'elle soit bonne, il ne faut pas qu'elle ait de vide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de vide juridique, et qu'il y ait quelqu'un qui vienne pinailler en disant « Attendez, ah oui, non, mais bien sûr, ah ben oui, ce monsieur-là, bon, il nous a versé 20 ou 30 000 euros, mais on n'a pas fait pression, et puis bon, il est vulnérable, donc ça nous a un peu échappé, et puis de toute manière, ça n'a pas influé sur son état de santé. » Ah, eh bien oui, justement, c'est que dans le texte de l'abus de faiblesse actuel, avant la réforme qui est en cours, il n'y a pas précisément ce paragraphe relatif à l'incidence sur la santé quand on incite quelqu'un à arrêter ou renoncer à un traitement médical. Là, on est sur le terrain de la secte avec ses incidences en termes de santé publique. Et donc ce texte-là, qui va sans doute être approuvé en début 2024, va simplement compléter l'article, je ne sais plus, c'est 313-1, ou un autre d'ailleurs, du Code pénal. Et peut-être avec le risque d'ailleurs que dans un troisième temps, on se dise, ah mais il y a encore des dispositions auxquelles on n'a pas pensé, et là il y a une faille. Et le pénaliste, celui qui va défendre la secte, ou la personne morale, ou la personne physique, va dire, mais il n'y a pas de texte là. Or, en matière pénale, parce que ça touche aux libertés publiques et aux libertés individuelles, il y a ce qu'on appelle le principe de l'égalité. Élément légal, élément matériel, élément intentionnel. Si l'élément légal fait défaut, il n'y a pas de sanction, parce qu'il n'y a pas de texte. Et s'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de peine. D'où l'importance de cette réforme et sans doute des autres. Donc on sait qu'il y a cette extension du délit d'abus de faiblesse au fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de suggestion psychique ou physique quand cette situation aboutit à une dégradation grave de sa santé. Donc c'est ce qu'on a rajouté. Effectivement, je crois qu'avec ça, on a à peu près fait le plein, mais peut-être pas. Donc le fait que la protection pénale n'est pas forcément absolue. Alors, sur ce premier volet, et j'enchaîne sur le second, pas d'autres commentaires, les textes sont ce qu'ils sont, la question est de savoir ce qu'on en fait. Et quand il y a, je dirais, une politique législative, il faut aussi qu'il y ait une politique pénale. On pourra en parler. Je ne vous dirai pas ce que j'en pense, sauf à ce que vous compreniez que je ne suis pas forcément d'accord avec la manière dont ça se passe en pratique, parce que je pense que la politique pénale actuelle n'est pas assez à la fois répressive et efficace, c'est-à-dire qu'il faut bien que les sanctions soient comprises, et pour qu'elles soient comprises, il faut qu'elles soient parfaitement adaptées, mais que la sanction, je disais tout à l'heure, soit
immédiate, quasiment immédiate. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Une condamnation à 3 ans de prison pour dérive sectaire 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard parce qu'il y a un pouvoir en cassation, ça n'a aucun sens. Peut-être d'abord parce que les victimes sont mortes, ensuite parce que l'ordre public est apaisé, entre guillemets, parce que plus personne n'y pense. Entre-temps, il y a eu malheureusement l'Ukraine ou le Hamas, et finalement tout se relativise. Et ce qui est malheureux, c'est qu'à part quelques grands procès, on a d'ailleurs récemment, on appelle ça des procès hors normes. On a une salle d'audience qui est spéciale à Caserne de Nuit pour ça, affaire Gage, plus avant affaire PIP, hein, les prothèses mammaires, etc. Une fois que les clameurs se sont tus, plus personne n'y pense beaucoup, d'autant que la vraie question, c'est celle de la réparation, non seulement par la peine, en éliminant ou en sanctionnant les auteurs, mais également la question de la réparation physique et financière. Or, la réparation financière, quand vous avez des auteurs qui sont insolvables, ou qui se trouvent à l'étranger, ou qui sont, ils ont déposé le bilan et autres, ça n'existe plus. Alors ça renvoie encore à la solidarité nationale, c'est-à-dire que ce sont les contribuables qui vont payer, avec dans certains cas l'intervention du Fonds de garantie, le FGTI, dans le cadre des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Ça, c'est pour le volet pénal et le volet, entre guillemets, répressif et l'encadrement que ça doit représenter. Je vais aller très vite et je vais vous parler dans un deuxième point de ce que j'appelle la protection... je l'ai oublié quand même, excusez-moi, la protection institutionnelle, on en a parlé. Il y a ce qu'on appelle donc maintenant la protection conventionnelle. Cette protection conventionnelle de la personne vulnérable, aussi bien en secteur, je dirais, de dérive sectaire que tout autre, elle va passer d'abord par l'encadrement familial. Cette protection, c'est l'encadrement familial, c'est un lieu commun, mais il faut quand même rappeler que quand on a des enfants mineurs ou des enfants majeurs en situation de vulnérabilité ou handicapés, il appartient aux parents de s'en occuper. Sauf que cette protection, qui est une protection naturelle au sens du droit naturel, au sens philosophique, peut faire défaut. D'abord parce qu'il arrive qu'il y ait des parents qui soient défaillants, et ça malheureusement on en connaît beaucoup. Notre société est à l'image de cette défaillance assez généralisée des parents et de l'autorité. Et puis il y a des cas où aussi les parents ne sont plus là ou ne sont plus en état de. Et c'est pour ça qu'il y a une disposition qui est assez méconnue, mais que je porte à votre connaissance, qui présente tout son sens en matière de protection des personnes vulnérables, majeures en état de handicap, c'est ce qu'on appelle le mandat de protection future pour autrui. Alors je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, en 2 mots. Il est possible maintenant, depuis quelques années, de prévoir ce qu'il adviendra de votre corps, de votre personne, de votre santé, et c'est ce qu'on appelle les directives anticipées. Autrement dit, vous avez tout à fait la possibilité de dire aujourd'hui je me sens bien, mais on vient de détecter une maladie d'Alzheimer ou toute autre maladie neurodégénérative, peut-être que dans 2 ans j'aurai perdu la tête. Je voudrais qu'on sache que je veux que mes biens soient administrés de telle manière, je veux être enterré de telle manière, les obsèques, etc. Ça, c'est une directive anticipée, et je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, d'acharnement déraisonnable. Par conséquent, on n'en est pas encore à parler de l'euthanasie ou du suicide assisté, mais malgré tout, comme ce sont des choses qui sont quand même dans les tuyaux, dans l'air du temps, sait-on jamais. Donc aujourd'hui, ce dispositif n'existant pas, on peut prévoir ce qu'il adviendra de votre corps et de votre personne au-delà du moment où vous ne serez plus en mesure de gérer lui-même. Mais il y a ça, c'est-à-dire que quand vous avez malheureusement des enfants qui sont handicapés, qui n'ont pas vraiment de revenus, dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir si vous venez à disparaître, eh bien il y a la possibilité de votre vivant de mandater, de faire ce qu'on appelle un mandat de protection future pour autrui, c'est-à-dire que vous allez stipuler par rapport à votre propre disparition. Et vous allez désigner un mandataire. Et ce mandataire, vous allez le désigner de manière très solennelle en allant voir un notaire. Donc c'est pas le juge, c'est pas le juge des tutelles, qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs le juge des contentieux de la protection, le JCP. Ce n'est pas l'avocat, ce n'est pas le greffe du tribunal judiciaire, non, c'est le notaire. Et ce notaire, qui va d'ailleurs normalement requérir la présence de témoins, va faire un mandat, va recevoir, recueillir un mandat, c'est-à-dire je donne ordre à quelqu'un d'eux, de désigner donc telle ou telle personne qui sera mandataire.
Ce mandat de protection future trouvera à s'exprimer le jour où la personne qui est le mandant aura disparu, puisque par hypothèse, il aura cessé de pouvoir être le représentant légal de son enfant handicapé. Et à partir de là, eh bien, ce mandat, qui sera un mandat judiciaire, engagera le mandataire, qui aura l'obligation de rendre compte, etc., etc. Donc, quand vous êtes dans la situation malheureuse d'avoir ou des descendants qui sont dans cet état de vulnérabilité, ou qui peuvent être, parce qu'il y a un patrimoine à gérer, la proie de personnes très 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 intéressées, et c'est comme ça qu'on anticipe, eh bien, ce mandat de protection future pour tout, qui peut permettre de régler le problème. Autrement dit, on renvoie, là encore, dans la sphère privée, la question de la protection de ses proches. Et je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose. Voilà, si vous voulez, je pense que j'ai fait assez vite, je vais essayer de conclure rapidement ce que l'on peut dire sur ce sujet qui est quand même très spécifique. Peut-être que vous auriez peut-être pu me donner un sujet un peu plus large, mais enfin, je m'en suis un peu affranchi. Alors, pour ce qui est de conclure, moi, ce que je retiens, si vous voulez, de cette journée, des réflexions que j'ai faites à l'occasion de la préparation de ce devoir, c'est que de toute façon, on ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas tout prévoir, c'est-à-dire qu'on ne peut réagir qu'en fonction de ce qui existe, sachant que lorsqu'il s'agit de dérives, qu'elles soient sectaires ou qu'elles soient, de manière plus globale, des dérives pénales, des dérives criminelles ou correctionnelles, les voleurs, les escrocs, les criminels ont toujours une longueur d'avance sur les victimes, au niveau des textes, et sinon au niveau de la répression. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une émergence tout à fait nouvelle de situations qui deviennent criminelles, au sens général du terme. On en a parlé ce matin à propos de l'IA, mais il n'y a pas que ça. Simplement, l'émergence de l'Internet a déjà commencé à générer ce qu'on a appelé une cybercriminalité. Autrement dit, dès qu'il y a une nouveauté technique, il y a le bien et le mal. Et le mal, c'est malheureusement le mésusage qu'on peut faire de ces choses-là. On fait des textes et malheureusement, on aura toujours ce temps de retard. Alors, il faut quand même rester confiant dans le système, je dirais, système social, parce que les gouvernements, je n'en dis aucun en particulier, ont le mérite d'essayer de s'adapter. Donc la Mini-Lutte, elle a été créée il y a déjà quelques années, et on a rappelé ce matin que c'est un cas unique en Europe, peut-être même dans le monde, autant mieux. Bravo, cocorico. Mais attendez, je dis même mieux que ça, c'est que les lois bioéthiques, sur un autre sujet, ont fait de nous aussi des pionniers, puisque les lois de 1994 n'avaient jamais été inventées ailleurs qu'en France. Donc, faisons confiance quand même à l'ingéniosité et à l'intelligence française, et rendons-nous compte qu'il y a des institutions qui fonctionnent pas mal. Il y a par exemple une cellule d'enquêteurs en technologie numérique qui a été instaurée au niveau des gendarmeries. On a également sur le plan des infractions à la réglementation économique la DGCCRF, l'ancienne répression des fraudes, qui est là pour voir le caractère frauduleux de certains produits qui sont vendus comme des produits miracles. On a l'ARS qui est là aussi pour vérifier la qualité des produits et à éviter la dérive de produits qui seraient des pseudo-médicaments. Donc là-dessus, restons assez confiants. Je termine, j'apprécie l'humour des deux intervenants de ce matin, notamment le tout premier, sur cette invention d'une nouvelle religion. Pour tout vous dire, lorsque j'ai vu le sujet qui m'a été proposé, je m'étais dit, tiens, si on soumettait le sujet à ChatGPT, enfin à l'EJGPT, un désastre, zéro, un tissu de banalité. Donc finalement, tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est pas grâce à eux, donc je vous assure que c'est 100% véridique. En revanche, on peut quand même s'inquiéter parce que l'imagination des délinquants étant débordante, il est possible qu'il y ait toujours ce décalage, ce hiatus dont je parlais tout à l'heure, entre la commission d'infraction et sa constatation et sa répression. Pour autant, il ne faut pas rester totalement pessimiste, et je ne le suis pas. Merci, maître Jean-Pierre Binon, pour votre intervention. Donc, s'il y a des questions.
Oui, bonjour et merci pour votre intervention, très claire. Je voulais si vous pouviez nous donner quelques précisions quant au mandat de protection future. Lorsque les parents ont un enfant fragile, en fait, les parents sont divorcés et lorsque un des deux parents décède et qu'il demande cette protection, mais ne va-t-elle pas systématiquement aux parents qui restent? Est-ce que ma question est claire? Non, votre question est claire, mais elle amène une certaine réflexion, parce que la réponse n'est pas instantanée. Déjà, le texte en fait prévoit la solution, c'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en œuvre le mandat au décès du deuxième survivant. Ah, d'accord. Voilà. Lorsqu'il n'y a plus personne. Oui, en fait, il prend effet à partir du moment où le deuxième parent vient décéder. D'accord. Puisque c'est à ce moment-là que l'enfant, l'héritier, l'enfant a besoin de protection. Voilà. Après, la question que vous ne me posez pas, mais que je me pose, c'est quid d'un mandat de protection future qui serait donné par deux parents aujourd'hui séparés à l'égard d'un enfant mineur? Ça relève de l'autorité parentale. Mais en pratique, ces mandats de protection future sont stipulés pour des enfants majeurs qui sont handicapés. Donc moi, je n'ai jamais vu le cas de figure où on ait affaire à des parents prématurément décédés et un enfant encore mineur. Parce que si on se retrouve à ce moment-là avec un enfant mineur qui devient orphelin, on tombe sous l'empire d'un autre système juridique, qui est celui de la tutelle des mineurs, qui relève de la compétence du juge du tribunal judiciaire et non pas du JCP. Il y a un conseil de famille, tuteur, qui peut être un tuteur extérieur. Voilà. Et si c'est un enfant majeur? Si c'est un enfant majeur, le mandat prendra effet au décès du deuxième des parents. Du deuxième. Sinon, avant le décès du deuxième, donc c'est le deuxième. Sinon, c'est le survivant. C'est le survivant. D'accord. Merci, monsieur. Merci, maître. C'était clair. J'ai une question. Comment faire si un enfant majeur reconnu handicapé, il n'y a aucun des parents séparés qui peut faire face, l'un parce qu'il n'a pas de biens, l'autre parce qu'il est marié avec quelqu'un qui a tellement de biens qu'ils ne veulent pas partager? Je serais tenté de dire que cet enfant est bien malheureux, mais ça ne règle pas le problème. Attendez, on va reprendre la question. Donc, on a un majeur qui est handicapé, qui a besoin de protection. Aucune protection n'a jusqu'à présent été mise en œuvre. L'un des parents est défaillant et l'autre n'est pas concerné. C'est ça. De deux choses l'une, où c'est revenu... De deux choses l'une, ou étant non pas livré à lui-même, mais placé en institution, il y a le responsable de l'établissement qui prend l'initiative de saisir le juge d'une mesure de protection. Et à ce moment-là, c'est une mesure classique du vivant, du curatelle renforcée ou tutelle. Ou sinon, ça peut être la personne la plus diligente, dit le texte. Ça peut être une personne autre que le père ou la mère. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être même un tierce. Ça peut être, je disais tout à l'heure, un établissement, mais ça peut être aussi un médecin. Et à ce moment-là, on met en place une mesure de protection classique. Voilà. Laquelle n'est pas forcément immédiate, parce que, je disais tout à l'heure, il y a quand même tout un processus. Il faut déjà saisir le juge. Le procureur aussi, d'ailleurs, peut de sa propre initiative saisir le juge du contentieux de la protection. Il y a ensuite un examen médical pour voir si la mesure de protection est nécessaire. Parce qu'il y a des cas, moi j'ai eu des cas où il y avait non-lieu à mesure de protection. Là, le juge estimant que l'environnement familial était suffisant et qu'il était à eux de faire nécessaire. Une décision comme ça, à Marseille. Et puis, une fois qu'on a le rapport d'expertise qui conclut la mesure de protection, le juge est encore libre. C'est-à-dire que si on dit il vaut mieux une mesure de curatelle, une mesure de tutelle, c'est encore à discuter, parce que c'est peut-être pas intéressant de mettre un système trop lourd, notamment une tutelle, parce que ça coûte de l'argent. S'il n'y a pas de patrimoine, par exemple, une mesure de tutelle, ça peut être une mesure de tutelle à la personne, mais pas plus. Voyez. Donc le mandat est beaucoup plus léger. Et puis après, il y a éventuellement les voies de recours. La chambre spécialisée de la cour d'appel
qui peut apprécier au second degré ce qui a été jugé par le premier juge, puisqu'en France, il y a un principe de double juridiction et le premier juge a le droit de se tromper, ou tout au moins d'être réformé. Oui, bonjour. Nous avons de nombreux cas, en fait, que vous n'avez pas évoqués dans les cas qui sont là, de parents qui se séparent et un des deux prend en charge d'une drôle de manière, bien évidemment, l'enfant en situation de handicap. Et ce sont des situations qui sont terribles parce qu'il faut pouvoir justifier en quoi ces convictions éducatives peuvent amener l'enfant à ne pas être... voilà. Et puis les situations où le couple part avec des enfants et ce sont les grands-parents qui sont dans des situations de tiraillement. Enfin, j'ai eu plusieurs... et où c'est extrêmement complexe, en fait. Alors, vous parlez là d'enfants mineurs. Oui, d'enfants mineurs, Là, bien sûr. Alors là, vous avez raison, j'ai totalement fait l'impasse là-dessus parce que la plupart du temps, les dérives sectaires s'appliquent plutôt à des majeurs. J'ai peu d'exemples d'enfants mineurs qui soient au premier degré victimes de ces comportements, sauf peut-être sur le plan d'une emprise psychologique. Ça, c'est autre chose, excusez-moi. Non, ils le sont. C'est d'ailleurs même mon travail, de travailler sur les mineurs qui sont victimes de dérives sectaires. Donc quand le parent s'en va, l'enfant suit. Alors attendez, je vais essayer de préciser la question pour préciser ma réponse. Lorsqu'on a affaire à des mineurs, il est évident que s'agissant d'un couple, qu'il soit marié ou pas marié, ça relève de l'autorité parentale et de tout ce qui concerne la protection de l'enfance en danger. Autrement dit, compétence du juge des affaires familiales et éventuellement, en parallèle, la protection du juge des enfants. On a un certain nombre de cas à Marseille, effectivement, où, je pense au juge des enfants en particulier, il y a eu des saisines, il y a eu des alertes qui ont été faites sur ce genre de situation. Alors, si je comprends bien, il peut y avoir les deux parents qui sont tous les deux sous l'emprise sectaire, il peut y en avoir simplement l'un des deux. Et c'est généralement d'ailleurs la source du divorce ou de la séparation. Je pense, après, vous avez sans doute votre expérience, et c'est peut-être pas la même que la mienne, enfin bon, je suis quand même du JAF, je pense que les tribunaux des juges d'affaires familiales et les juges des enfants sont sensibles à ces problèmes-là, et quand on agite le spectre d'une dérive sectaire, c'est quand même pris en général assez au sérieux. Enfin moi j'ai eu 2 cas comme ça, où il y a eu ça a débouché d'ailleurs sur le pénal, et où les mesures de protection ont été prises. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de... C'est une protection posteriori, de toute façon. Parce que si vous avez un parent qui fait le coup de force et qui enlève un enfant, on se retrouve avec des situations plus complexes. Mais vous voulez peut-être préciser votre question? Je l'ai mal comprise. Non, c'est à peu près ça. Mais nos situations sont très complexes. Oui, alors oui, juste un mot d'ailleurs pour rebondir là-dessus, de la difficulté pour le corps médical de faire des documents. Une dénonciation ou une autre, j'ai vu une jurisprudence sur une psychologue clinicienne qui avait fait un certificat, non pas du tout, c'était une femme qui était pédopsie, donc médecin, un certificat médical où elle avait eu l'imprudence d'indiquer que tel enfant était victime d'eux, qu'il souffrait d'eux et que ceci était imputable à monsieur un tel. C'est une imprudence insigne parce qu'il ne faut jamais dire que, il faut toujours signaler que Madame Machin nous a consulté et elle allègue que... Moralité, les faits qu'elle a dénoncés étaient exacts. Le père maltraitant a été poursuivi, condamné en correctionnel et incarcéré. Il a déposé plainte auprès du Conseil de l'Ordre et le médecin en question a été sanctionné au plan disciplinaire. Quelque chose ne marche pas bien dans notre monde. Merci à Jean-Pierre Binon.